Bonjour tout le monde, je m'appelle Kate Bush. C'est mon grand plaisir de vous présenter aujourd'hui nos panélistes, Norm McIsaac, Marie-Christine Tremblay, Jocelyn Thierry, Chantal Lancier, Rick Taylor et Dale Gosselin-Taylor. Et eux vont discuter avec nous leur expérience en faire le voyage un peu loin, un peu très loin, peut-être un peu plus proche de Québec. Donc, c'est mon grand plaisir de faire bienvenue ces 6 personnes. Ça va être plutôt comme une discussion avec nos 6 panélistes, mais nous allons débuter avec une brève présentation de Marie-Christine Tremblay avec Norm de leur dernier voyage il est arrivé dimanche. Donc, je vais juste partager mon écran et Marie-Christine, ça va être à vous d'expliquer qu'est-ce qui est là dans ces belles images. Euh, je vais commencer. On va essayer de faire ça rapidement, mais j'ai choisi chaque image juste pour nous mettre un peu en contexte. Puis vu qu'on va parler de voyage, bien, ça va être agréable de pouvoir voir quelques photos. Donc, next, prochaine image. Oui. Nous sommes allés passer 3 mois en voyage. Notre fille demeure en Australie, donc les 2 premiers mois, c'était vraiment accueillir notre nouveau petit-fils et puis on a passé 2 mois en Australie à la maison chez elle. Elle a trouvé une petite rampe d'accès puis on s'est organisé pour rester chez elle. Et on est revenu en croisière transpacifique, donc entre Sydney et Honolulu. J'ai mis cette photo-là pour montrer que ça demande quand même beaucoup de préparatifs. Donc, une chose qui est essentielle, c'est de se faire des listes, beaucoup de listes. Donc, une première liste pour les bagages, puis pouvoir même inscrire quelque part qu'est-ce qu'il y a dans chaque valise. Des listes pour tous les documents dont on a besoin, des listes pour les endroits où on va aller. Donc, c'est ça, les listes, c'est très important. Puis ça montre un peu les bagages qu'on avait avec la chaise roulante de Normand, mais aussi son déambulateur et puis son barreau de lit qu'on voit là installé sur une des grosses valises. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de transports qui sont impliqués dans des voyages où est-ce qu'on se rend loin. Il y a l'avion, il y a les trains, il y a les autobus, il y a les taxis, il y a les navettes. Prochaine. Il y a des traversiers qu'on peut prendre aussi. On a même pris une gondole qui, heureusement, était accessible pour un fauteuil motorisé qui n'était pas trop large. On avait un fauteuil pliable, alors ça rentrait. On avait vérifié avant. On a même eu des gens comme on a de la famille là-bas. Alors, ça, c'est le beau-père de notre fille qui a fait une chaise à porteur avec une chaise de jardin puis des barreaux de brouette, là. Puis ça a permis à mon mari, à Normand, d'aller jusqu'à la mer puis de se mettre les pieds dans l'eau. Alors, ça prend aussi des personnes avec des bons bras. Puis la photo suivante, ça, J'ai pensé à Chantal quand j'ai vu ça. C'est Normand qui a organisé ça lui-même. À partir de l'Internet, on avait une escale en croisière, puis il y avait ces magnifiques tricycles motocyclettes. En Nouvelle-Zélande, pardon. Dans la croisière, l'avantage, parce qu'on a toujours des craintes avec l'hébergement, hein, c'est inégal. Avec la croisière, vraiment, on peut trouver, mais ça, il faut s'y prendre très, très à l'avance pour les réservations, parce que ces chambres-là sont réservées pour les personnes à mobilité réduite. Alors, on voit la salle de bain que Normand a trouvé que c'était la meilleure salle de bain qu'il avait jamais eue. Et puis, on voit aussi Normand dans sa chambre on avait un balcon qui était accessible, puis il était tout bien installé, là. Il pouvait même faire ses exercices respiratoires en regardant l'océan.
On a eu quelques belles excursions. On voit des rampes pour aller sur le train. On a pris un beau petit train. On peut continuer. Ça, c'était très accessible, très bien fait. On a eu des tentatives d'excursion qui ont réussi, mais qui étaient hyper inaccessibles et des gros défis. On voit par exemple que souvent, il y a des gens qui sont prêts à nous aider. Alors là, on voit que Normand avait toujours besoin d'au moins trois gros hommes qui étaient capables de l'aider prochaine. Donc, ça fait des belles réussites, des rêves, mais pas quelque chose qu'on peut nécessairement toujours recommander ou qu'on voudrait répéter parce que ça nous a pris vraiment toute notre jus. Par contre, on peut faire quelque chose qui est aussi merveilleux et qui coûte rien et qui est très facile. On a trouvé en allant voir un jardin botanique qu'en face, il y avait une magnifique passerelle comme ça. C'était une belle surprise. Ça a occupé toute une journée et c'était fantastique. Certaines excursions aussi sont très bien adaptées avec un bus comme ça, avec une rampe d'accès, une plateforme élévatrice. On avait fait, quand on est arrivé à Honolulu, on a fait le tour de l'île avec un tour organisé. Et puis, c'était juste pour montrer des beaux paysages qu'on a vus en voyage. Merci beaucoup, vraiment bien. Donc, nous allons commencer avec nos panélistes. Moi, je veux juste demander à chaque couple, c'est quoi les besoins actuels à ce moment-là pour vous, pour voyager. Donc, je vais commencer avec Jocelyn et Chantal, s'il vous plaît. C'est quoi les besoins actuels pour vous deux pour les voyages à ce moment-là? On va commencer par souhaiter bonjour à tout le monde. Dans nos besoins actuels, nous, là, je ne sais pas, pour ce qui est de Norm et son épouse, Chantal, elle, on a besoin de traîner avec nous continuellement un élève-personne. Donc, quand on se déplace, c'est sûr et certain, je dis toujours qu'on déménage. Parce que là, je dois emmener tout ce qui est le nécessaire pour que je puisse déplacer facilement Chantal, donc à sortir de sa chaise, l'installer sur une toilette si on est sur la route, etc., etc. Donc, c'est un autre genre de voyagement. Nous, on va surtout depuis 5-6 ans en Floride. On loue une maison là-bas et c'est 3 jours de voyagement. Donc, dites-vous qu'à partir du moment où on part le matin et on a pour 9 heures de route, il faut arrêter en cours de route. Si c'est des pipis, c'est pas si pire parce que je suis un patenteux, là. Donc, j'ai patenté ce que j'appelle, moi, un pipi kit très spécifique avec un cathéter féminin pour Chantal. Et tout ça peut se faire dans sa chaise avec une pompe à succion pour récupérer le pipi en question et on n'a pas besoin d'arrêter nulle part. Si c'est un numéro 2, bien là, on parle d'arrêter dans une halte. Et là, ben, c'est ça. Il faut sortir la lèvre-personne, Chantal, et tout à installer ça dans une toilette adaptée, bien entendu. Par contre, les haltes aux États-Unis, à date, on n'a jamais été déçus. C'est toujours très bien fait. Les salles de bain handicapées sont grandes et c'est facile d'accès. Merci beaucoup. Dale and Rick, for your last trip, were there specific needs that you had to address before you could travel? Absolutely. We ended up doing house exchanges in the town that we used to live in Landing's Head near Byron Bay. So we have friends there that we were in touch with months ahead of time and talked to them about needing a shower chair and a ramp and a toilet riser and some other things. And they just went online on Facebook in their community and they borrowed all kinds of things. So it was all in place for us when we arrived, which is great. And I really appreciated it because it made it so much easier.
So that was wonderful. Thank you. Norm et Marie-Christine, vous avez déjà montré un petit peu les choses qui ont passé pour votre voyage à Australie et le croisière. Est-ce qu'il y a des autres choses que vous aimeriez partager pour votre voyage? On a eu aussi des gros défis. Normand, depuis le dernier voyage, entre le dernier puis celui qu'on vient de faire, avait moins de facilité à monter une marche. Donc, ça a été des gros défis parce que ça change la donne. Le lendemain de notre excursion, par exemple, où est-ce qu'il y avait la plateforme élévatrice, des fois, les gens, même si tu expliques, que tu confirmes, que tu reconfirmes, que tu vérifies, ils comprennent pas, puis ils se trompent. Puis là, l'excursion suivante n'était pas du tout adaptée. Et Normand n'est plus capable de monter là, les 3 marches puis les redescendre alors d'un autobus. Alors ça a créé des grosses déceptions parce que finalement, après beaucoup d'efforts, ils nous ont laissés sur le bord du chemin. Alors, il faut être prêt quand on voyage aussi à avoir des grosses déceptions comme ça. Merci beaucoup. Ça, c'est- Déjà gratuité, on a appris aussi que lorsqu'on organise nous-mêmes, c'est mieux attaquer parce qu'on prend le temps d'expliquer et de s'expliquer. Alors que des fois, tu permets ça. Si, par exemple, un endroit, on a décidé d'utiliser un agent à l'hôtel pour organiser les voyages. Un tour a été bien, l'autre a été un désastre. Parce que c'est perdu dans la traduction. Aussi, on avait déjà pris une croisière en Alaska. Puis on a trouvé ça génial, avec beaucoup d'excursions, super accessible. Mais sur la croisière transpacifique, on n'y avait aucune excursion accessible. On devait l'organiser nous-mêmes. Puis lorsqu'il navette marine qui appelle en anglais un tenter, c'est pas accessible. Merci really. C'est-à-dire qu'il y avait une plateforme élévatrice. Même m'ont refusé l'accès au cas où la plateforme tombe en panne. Merci beaucoup, Norm. Je vais rentrer un petit peu sur la prochaine question. Est-ce que vous avez eu peur de voyager aussi loin? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui avait mis un peu d'anxiété, l'idée d'avoir le SLA, d'être un peu vulnérable et être en voyage? Jocelyn. Ben, je t'avoue que nous, on n'a jamais, on s'est jamais arrêté à ça. On n'a jamais eu peur de voyager avec la SLA. On est quelque peu aventureux aussi. Et on fait partie du groupe des petits débrouillards. Donc, quand on voyage avec une maladie, une personne malade, il faut être débrouillard un peu parce qu'il nous arrive toutes sortes d'inconvénients en cours de route. Il faut être prêt. Donc, à partir du moment, je pense, où dans ta tête, tu es prêt à ça, ben go, on part, on y va. C'est bien entendu que si tu
je vous dirais ça, donc. C'est plus comme partir en voyage. Hey, chérie, ce soir, on prend l'avion demain et on s'en va dans le sud. Non, c'est plus ça. C'est plus ça du tout. C'est autre chose. Faut planifier, mais il ne faut pas avoir peur de voyager tant aussi longtemps qu'on respecte la personne qui est malade. La personne qui est malade doit aussi respecter son corps, que le corps envoie des signaux. Et si on se fatigue ou on va chercher toutes nos énergies dans les 2, 3 jours du voyage, ben, vous allez être 3, 4 jours assis dans votre chambre d'hôtel parce que vous allez être complètement épuisé, complètement vidé. Donc, il faut apprendre à s'écouter, mais il ne faut pas avoir peur de voyager et ça en vaut vraiment la peine. Merci beaucoup. Rick and Dale, did you ever have fear or anxiety about the idea of traveling before you did your huge trip? No, we didn't, because we've been married for 50 years and we've spent pretty much all of that time doing very large travels, including traveling around the world with our first child when she was 1.5 to 2.5. So I find traveling with children, you have to think about equipment, think about all that extra baggage, think about all the surprises and what the child is not capable to do on their own. So it kind of set us up for this. But our very first travel after I was diagnosed was a month after I was diagnosed. We went to spend 3 months in Australia, Hawaii, and also a South Pacific cruise. So that was all already planned. So I don't think we had time to think about it. Luckily, I wasn't that disabled yet, but as those 3 months progressed, I became more disabled and had to do things like rent a scooter, which made a lot of difference. And they don't have speed limits for those things, so it makes it more fun too. And start to use walking sticks and things like that. So I think after we did that trip, it just became more thought. We realized we had to put more thought into it as I started to need more and more equipment, more and more help. But I discovered there are some places you really have to do your research. We were in Nova Scotia last summer on house exchanges. We drove there, and towns like Lunenburg with their beautiful old buildings, not one restaurant or art gallery or shop was accessible from my travel buggy. So I was basically locked out of everything, and that's disappointing, as you say, and heartbreaking. So whereas in the United States, as you mentioned, they're really far ahead with their laws about accessibility. And in Hawaii, because it's part of the States, I was able to go into every shop, every bar, every bus is accessible. Every bus is accessible. They all kneel down, and it's just wonderful. So I hope we get that way soon in Canada. But it made all the difference. But I didn't do my research before Nova Scotia. So I learned my lesson. I also belong to a lot of Facebook groups that are for accessible travel in general. And it's so easy to post a question about, has anybody been to this place? How is the accessibility? And you get 53 answers within a day. So it's a really quick and easy way to do the research. But yeah, that was a consideration for sure. Thank you very much. Norm et Marie-Christine, les mêmes questions pour vous autres. Je vais commencer quelques phrases. Non, on a voyagé tout notre vie. On a même vécu autrement. Voilà. Et puis c'est en famille. Puis moi j'ai l'avantage que ma excellent progresse lentement. Alors, il y a 10 ans, quand j'ai voyagé avec des pays canadiens au Canada,
on était en plus longtemps. C'était plus facile que maintenant. On s'est pu évoluer avec la maladie. Par contre, je dois avouer que j'ai beaucoup de difficultés à faire confiance aux gens lors de mes transports. Ma première fois, c'était au Kenya où on m'a mis dans ce chaise. Puis 3 ans m'ont descendu des escaliers de l'avion. Puis, des fois, dépend à des instances précises quand je dois compter sur d'autres gens pour mes transferts précis. Merci pour ça. Mon next question est reliée à l'assurance de voyage. Qu'est-ce que vous faites en matière d'assurance voyage? Je vais laisser ça Norman, Marie-Christine en premier. OK. Alors, pour les assurances voyage, moi, j'étais enseignante et j'ai transféré mon assurance privée que j'avais avec mon employeur lorsque j'ai pris ma retraite. Donc, c'était important pour nous, justement, c'était spécifiquement pour pouvoir garder l'assurance voyage. Donc, pour nous, on continue avec cette assurance-là. Donc, on sait que c'est un gros avantage. Merci Mais beaucoup. pas les affaires d'ici, moi. C'est important lorsqu'on prend sa retraite, de faire le transfert rapidement tout de suite quand on change là, Oui. de statut. Je comprends. Rick and Dale, a question about travel insurance. What do you do for travel insurance? Well, I'm the same as Mary Christine. I have retired teachers of Ontario insurance, so that covers us very well for traveling. But I also checked with my personal insurance company to cover my wheelchair and things like that because they're worth a lot of money, things like my BiPAP machine. And they said, no, it's fine, it's all covered. You don't have to stipulate them separately. So it hasn't been a big concern, except for 2 years ago, we overstayed the 3 months that we're allowed on our extended health care. So I went online and bought some Blue Cross insurance for those 2 weeks. And it wasn't a problem. They asked you questions about heart problems and things like that, but nothing about neurological disorders. So I was able to get it, no problem. Okay, thank you very much. Et Jocelyn et Chantal, pour vous, la question sur l'assurance de voyage. Nous, on est des employés fédéraux, des ex-employés fédéraux. Et on a l'assurance qui nous a suivis lorsqu'on a pris nos retraites. Et on bonifie en plus avec l'assurance MEDOC qui complète l'assurance fédérale. Donc, et c'est certain que cette assurance-là, c'est comme toutes les assurances, tout ce qui, si vous allez à l'hôpital et que c'est occasionné directement par la maladie avec laquelle vous êtes atteinte, ils ne payeront pas. Mais si c'est autre chose, je ne sais pas, vous vous brisez un bras, une jambe, un accident quelconque, il n'y a aucun problème. Ils vont prendre le relais et puis tout se paye. On a eu à s'en servir il y a 3 ans, nous. Chantal a une sonde gastrique et par inadvertance, un bon matin, en enlevant les couvertures sur elle, j'ai tiré sur le tube et le tube s'est arraché. Donc, on a eu à aller à l'hôpital pour faire réinstaller la sonde gastrique, etc. Et tout ça a été payé par l'assurance sans aucun problème. Même si c'était une sonde parce qu'elle a la maladie, elle là. Ça n'a pas eu d'impact, étant donné que c'était accidentel. Ils ont tout payé. Donc, par contre, dans l'assurance MEDOC, il faut se dire une chose, c'est une assurance que tu dois payer toi-même. Et on ne peut pas dire que c'est nécessairement donné, mais
quand on se déplace dans d'autres pays, ça vaut la peine d'être bien couvert. Je peux vous dire qu'une heure à l'hôpital pour installer une sonde, il y a 3 ans, en Floride, ça a coûté 3 500 $. Donc, ça va très vite, les frais. Donc, c'est important quand on voyage d'être très bien assuré, pas juste se fier à l'assurance de base comme nous, celle du fédéral ou provincial. C'est important d'être bien couvert. Merci beaucoup. I have a question for the caregivers. Were you surprised at the idea of being able to travel with a partner with ALS? How was that for you, Rick? As I said, we've traveled extensively for all those years, but the thing with ALS, there's always surprises every few months. There's because the ALS progresses, and you have to get more creative and more innovative with different ways to cope and all that. So you just have to kind of do it with traveling. It's even more because you're by yourself. You don't have family, relatives, and you're in a foreign place. So you got to think quick on your feet. But as somebody else mentioned before, we find generally people in public are very helpful. As soon as they see a wheelchair, they get it, and they're very helpful. They want to help all the time, grab stuff, do stuff for you. So the hard thing with that is that sometimes you have to communicate that their way of helping by trying to haul you out of a wave or out of a raft in water is not the right way to do it. So you have to be very firm in terms of you being the one to tell them how to do that. Because everybody wants to do it their own way. They figure they're just coming and manhandle you out. So, yeah, I'd say that, yeah. That's a great point about making sure that it's being done correctly, and that's you, the caregiver. That's fabulous. Jocelyn, c'est pour toi. Donc, comme personne proche aidante, est-ce qu'il y a des choses qui offrent les surprises encore pour voyager avec un bien-aimé qui a laissé là? Ben, c'est certain qu'il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Là. Ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de perspectives. On ne voyage plus de la même façon, c'est bien entendu. Et quand on voyage, généralement, chacune des personnes dans le voyage s'occupe de ses propres choses. Quand on voyage avec une personne qui est handicapée, c'est autre chose. En plus de t'occuper de ta propre personne, tu dois t'occuper de l'autre personne aussi. Donc, ça change la donne complètement. Bon, vous énumérer des choses, ça va être plus facile à comprendre pour vous. Donc, à partir du moment où tu voyages avec quelqu'un qui est atteint d'une maladie quelconque, ce n'est pas nécessairement seulement que la SLA, c'est bien entendu qu'il faut tout que tu vérifies à l'avance avant de partir. Il faut tout que tu vérifies à l'avance ta planification pour les jours de route, pour les transports, etc., etc. C'est super important. Marie-Christine l'a bien dit tantôt. Faut que tout soit vérifié. Et encore là, souvent, on va être déçu parce que c'est pas toujours comme ça a été dit au téléphone ou ces choses-là. Lorsqu'on arrive sur les lieux, ça change quelquefois. Donc, il faut être prêt à ça aussi. Sinon, vous allez être souvent déçu et pris de, comme on dit, pris de court. Quand on arrive sur les lieux, une des premières choses que je fais, moi, exemple, quand j'arrive à l'hôtel, même s'ils nous ont dit que tout est correct et la chambre est adaptée, etc., avec des belles photos, j'ai pris l'habitude, moi, de demander, quand j'arrive au desk, de demander à aller visiter la chambre avant de finaliser la transaction. Pourquoi? Parce qu'on se fait souvent jouer des tours. On arrive dans la chambre, il y a des choses, exemple, une des chambres l'an passé, Chantal ne pouvait pas passer entre le bureau et le lit avec son fauteuil motorisé. C'était pas assez large. Tout était bien adapté, excepté que l'espace n'était pas assez large. C'était fait pour un fauteuil roulant normal. Souvent aussi, le problème qu'on rencontre, ce sont les lits. Moi, je voyage avec un lève-personne, donc ça me prend un lit qui est sur pattes pour que les pattes du lève-personne puissent aller sous le lit et que je puisse déposer Chantal dans le lit.
Et la plupart des hôtels, c'est des lits sur une base pleine. Donc, les pattes ne peuvent pas passer en dessous. Donc, l'une des premières choses, moi, quand on ouvre la porte de la chambre, c'est de vérifier tout de suite le lit. Si le lit n'a pas de pattes, il est monté sur une base, je ne peux pas prendre la chambre, c'est impossible. Je ne pourrais pas coucher Chantal dans le lit. Donc, mais ça, c'est pas dit, ça. Tu as beau leur demander au téléphone et ils ne savent pas quoi te répondre le 3/4 du temps. Oui, tout est bien adapté, etc. Donc, c'est une bonne idée de toujours aller vérifier avant de commencer à débarquer les choses ou de faire sortir Chantal du véhicule, d'aller vérifier la chambre. Généralement, ce n'est pas un problème. Ça m'est arrivé qu'ils n'ont pas voulu aller me faire visiter la chambre avant que je paye. Donc, je n'ai pas pris de chambre, je suis allé ailleurs. Cette année, en revenant de la Floride, les 2 chambres qu'on avait réservées dans des hôtels Marriott, les 2 chambres avaient des lits avec des bases. Donc, quand je suis arrivé à l'hôtel, j'ai été obligé de demander un remboursement et de trouver un autre hôtel tout près du Marriott où il y avait des lits, des chambres adaptées avec des lits avec des pattes. Donc, c'est des petits inconvénients, bien entendu. Les restos, c'est la même chose. Il faut toujours bien s'assurer qu'on peut entrer et dehors dans le resto. Vous réservez un resto, puis vous arrivez, puis il y a une marche, donc c'est impossible d'entrer avec la chaise. Donc, il faut toujours s'assurer que... C'est des petits détails, vous allez me dire, mais c'est des détails importants quand tu voyages avec quelqu'un qui est dans une chaise. Donc, il y a toutes sortes de choses comme ça qu'il faut vérifier. Oui, ça change des choses. Voyager avec une personne qui est atteinte d'une maladie, soit la SLA ou autre, ça change les choses, mais ça n'empêche pas on peut avoir des voyages très agréables pareil. Faut pas, je vous le répète, il ne faut pas s'empêcher de voyager tant que la personne atteinte en a la capacité. Merci beaucoup. Marie-Christine, vous comme aidante, est-ce que c'était une surprise l'idée de voyager? Pas vraiment de pouvoir continuer, parce que vu que c'est graduel, la SLA, on modifie nos attentes à mesure que la maladie évolue. Moi, ce qui m'a surpris, par exemple, c'est à quel point c'est physique être proche aidant. C'est très, très physique voyager avec. Comme je suis d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à date, la première chose que je fais quand on arrive dans une chambre, c'est faut que je réaménage là, il y a une chaise, il y a une petite table, il y a une lampe, il y a le petit porte-bagages, il faut tout que je change les choses de place pour pouvoir avoir des aires de circulation. Je suis en charge de tous les bagages, alors j'ai souvent ma concentration, j'ai la tête par en bas, là, je suis en train de charrier des choses d'une place à l'autre. J'avoue que j'avais de la difficulté à demander de l'aide. Maintenant, je suis obligée d'être plus, de m'affirmer davantage, de dire oui, oui, j'ai besoin d'aide avec les bagages parce que ça commence à être beaucoup, là. Puis, Normand, étant donné que il y a des problèmes avec sa voix, mais je deviens aussi la communicatrice par excellence. Alors, justement, quand il faut l'aider à se déplacer, tout ça, il faut que je prenne une place de premier plan pour diriger les travaux d'une certaine chose, d'une certaine façon. Aussi, faut faire attention quand on explique les choses, que de ne pas se fier sur les termes qui sont utilisés. Le mot accessible, ça a une différente connotation pour les gens. Quand on parle de compagnon ou de proche aidant, les gens ne comprennent pas toujours. Par exemple, quand on va à Ottawa, on est à Montréal, quand on va à Ottawa et qu'on veut utiliser le paratranspo là-bas, si je dis compagnon, eux, ils vont penser que je suis juste une amie. Là-bas, il faut utiliser une autre terminologie. Il faut utiliser, c'est quoi le mot? Il faut utiliser le support person. Alors, les mots, le vocabulaire est très important. Alors, puis on ne peut pas toujours prévoir. Donc, il faut s'informer. Merci beaucoup. Je vais laisser à Marie-Christine, je vais demander à vous en premier, vous et Normand. Que recommandez-vous à une personne qui débute un voyage après un diagnostic de SLA?
moi, c'est tiré d'abord de bien communiquer entre vous, entre nous, les attentes. Même comme pour, comme ça fait mentionner, faut être prêt à être ici. Puis, si on a un minimum, comme quand on était allé voir la grande barrière de corail en Australie, je leur ai parlé par chat. J'ai traité sur sa vie avec les organisateurs. Mais m'ont dit qu'il y avait quelques défis. Puis m'ont juré qu'il y avait une personne pour aller dans l'eau. Comme on a vu dans les photos, c'était 8 mars à décembre. Mm. Alors, j'ai dit à Christine, toi, tu peux aller faire la plongée en apnée sans moi. Si je peux pas. Ouais. Je vais continuer un peu. Je ne sais pas Oui. si vous avez compris quand Normand a dit qu'on nous avait assuré qu'à la Grande Barrière de Corail, il y avait un lève-personne pour aller dans l'eau. Quand on est arrivé, il n'y en avait pas. Donc, ça a pris 3 personnes pour aider Normand à descendre. On a réussi à faire une belle expérience, mais c'était épuisant pour Normand. Et puis, quand on est arrivé dans l'eau, il n'était pas capable de garder la pièce, le tuba, là, donc, il a réussi à mettre sa tête sous l'eau, à regarder les belles choses qu'il y avait sous l'eau, mais ça n'a pas duré très longtemps que là, il a avalé des bouillons, puis après ça, il n'était pas capable de rester longtemps. Mais vu qu'on en avait parlé à l'avance, parce qu'il y a toujours un sentiment de culpabilité pour le proche aidant de faire l'expérience si la personne atteinte ne peut pas le faire de la même façon. Alors, on en avait déjà parlé avant, donc c'était correct avec lui, c'était correct pour moi qu'il prenne un temps de recul. Il est allé s'asseoir sur la plateforme, il y avait un garde, un maître nageur qui le surveillait, et moi, je suis allée faire la plongée en apnée tout seul pendant que lui n'a pas vraiment participé à 100% à cette expérience-là. Donc, ce que Normand veut dire, c'est que c'est très important de pré-départ, pré-aventure, de toujours discuter avec la personne, de dire « Moi, je suis prête à faire ça, je suis prête à te laisser faire ça. Non, je ne suis pas à l'aise avec ça. Parce que ça crée beaucoup de sentiments aussi d'amertume ou quand les 2 partenaires de voyage font pas la même expérience. Merci beaucoup. Rick and Dale, what would you recommend to somebody who's going to begin taking traveling after a diagnosis with ALS? Well, I think a lot of the planning parts have been covered, doing the research, making lists. I agree, Marie-Christine talked about how important lists are in communicating with the various modes of transportation. But focusing on the positives that come from traveling, what I found, especially soon after my diagnosis, is that when I'm away from home, you're away from all the extra stressful clutter of filing and paperwork and house repairs, etc. And you can just focus on relaxing, taking a break, and being together, where you're not always discussing and trying to come to terms with the disease and the diagnosis. And that is where I learned to take the time to learn how to meditate, how to do reading for pleasure, as well as reading books about taking care of my health so that I can be as healthy as possible
my gut health, my just staying as healthy as possible in mind and body while dealing with ALS. So I had all that time, and you know what Norm was talking about, looking at the ocean. I find being in the ocean, luckily I'm really good at floating like a cork. So I find being in the ocean is such an healing therapeutic place for me. And I can really appreciate nature. And so all those positives. And because I do a lot of the planning, and we as a couple do a lot of the decision making and planning together, it's very exciting. All the anticipation, you have to focus on it. You have to think a lot about it and chat about it. And that takes you away from every minute of every day thinking about ALS. It takes you to a different world and adds a lot to our life, our day-to-day life, because I want to live with ALS. I don't want to spend every day dying with ALS. And looking forward to travel helps me think about the future, and it makes me feel proactive and useful. And when I'm thinking about the future, I have hope. I don't know about everybody else, but for me, having hope is a better way to live. Hope for the near future, hope for this afternoon, for tomorrow, for next week, for next month. I like to have hope. And I find when we all get our diagnosis from the neurologist, they like to tell us that there's no cure, that you're going to live from 2 to 5 years. And none of that is hopeful. And I asked my neurologist, why do you say that? That's just a statistic. It's not true for each of us because we're all different. I said, why do you say that? And he said, well, I don't want people to have false hope. That's like saying you don't want people to have air to breathe. I think hope is essential every morning that you wake up. Because travel is full of surprises. You wake up in the morning, you have no idea the people you're going to meet, the experiences you're going to have, the food you're going to eat, what you're going to see. That is exciting. It's a wonderful way to live. Thank you so very much. Chantal et Jocelyn, que recommandez-vous à une personne qui débute un voyage après un diagnostic de SLA? On pourrait dire tellement de choses là-dessus. C'est personnel à chaque personne, à chaque couple. Et ce que vient de dire Madame, c'est tellement vrai, mais tellement vrai. Nous, à chacun des voyages que nous faisons, c'est bien entendu que dans les dernières années, on fait surtout la Floride parce que c'est rendu trop difficile et compliqué avec Chantal dans l'avion. Et dans un, parce que juste l'installer dans un siège, c'est très compliqué. Et une fois qu'elle est installée, la sortir du siège, c'est encore plus compliqué. Donc, on a mis ça de côté. Donc, la Floride, pour nous, c'est toujours avec la vanne adaptée, ce qui est la meilleure des choses. Et bien entendu, on a fait de très beaux voyages aussi, de très beaux souvenirs. On est allé, dans les 4 premières années du diagnostic de Chantal, on est allé à 2 reprises dans la République dominicaine. Toutes sortes d'aventures pour prendre l'avion, pour sortir de l'avion, parce que là-bas, il n'y avait pas de rampe, c'était des escaliers. Ils ont pris Chantal dans une espèce de diable adapté, puis ils l'ont descendu dans les marches. Et rendu à l'hôtel, la chaise de Chantal ne pouvait pas entrer dans la douche. Donc, ils sont venus enlever le cadrage de porte et puis pour qu'on puisse passer la chaise. Il y a toutes sortes d'aventures, bien entendu, et c'est ça qui rend le voyage souvent cocasse, mais en même temps attrayant. Ça fait partie de la vie. Au Mexique, c'était autre chose, c'était beaucoup mieux adapté. À l'aéroport, ce n'était pas un problème non plus parce que c'était une rampe qui se rend directement à l'avion. À l'hôtel, c'était un hôtel adapté.
Donc, il y avait un trottoir qui se rendait directement près de la plage, dans le sable, spécialement installé pour les chaises roulantes, des fauteuils motorisés. Il y avait une rampe spéciale pour la piscine qui permettait de descendre graduellement dans l'eau. C'était vraiment très bien adapté. Donc, le truc de tout ça, je pense, quand on voyage, c'est de bien s'informer, de ne pas avoir peur d'appeler directement à l'hôtel, de prendre des infos directement avec les personnes de l'hôtel. Les agents de voyage ne savent pas tout et c'est compréhensible aussi. Donc, nous, on appelle directement. C'est ce qu'on faisait. Ça nous a permis de faire de très beaux voyages. Donc, il faut toujours s'attendre à ce qu'il y ait comment je dirais ça, donc des imprévus, tout le temps. On voyage avec des gens, on voyage avec des équipements qui prennent de la place, qui ne sont pas standards, et tous ces endroits-là, généralement, sont faits pour des personnes ou des équipements standards. Donc, il faut s'attendre à des imprévus tout le temps, même si on nous dit le contraire. Merci beaucoup. J'aimerais que vous partagiez quelques réflexions sur les destinations les plus accessibles. Jocelyn, est-ce que tu es prêt pour commencer? Puis, tu avais déjà parlé de Mexique contre la République dominicaine. Est-ce qu'il y a des autres réflexions sur les destinations qui étaient accessibles ou pas? Un instant, Chantal communique avec moi, là. Oui. États-Unis. Le Mexique, oui. Chantal, c'est ça. Je pense que les bons endroits pour voyager, le Mexique, c'est très bien. Je crois qu'il y a de plus en plus d'hôtels qui sont adaptés. Nous, on est allé au Catalina, au Mexique, et c'est très bien adapté. Vous n'aurez pas de surprise là. Donc, aux États-Unis, bien entendu, on en a parlé tantôt, Marie-Christine aussi. Aux États-Unis, ils sont très en avance sur nous par rapport à beaucoup de choses pour les personnes adaptées. On est allé visiter de magnifiques jardins là-bas en Floride, le Buck Tower Tour en passant. Le Buck Tower Tower, c'est merveilleux comme jardin. On en a visité d'autres aussi. Il y a des beaux endroits. Tout ça est très bien adapté. Pensé pour les personnes à mobilité réduite. Donc, les États-Unis, je recommande. Nous, on recommande. Le Mexique aussi. Il y a peut-être d'autres endroits aussi, possiblement. On en a eu la preuve tantôt, là. Donc, oui. Merci Voilà. beaucoup. Oui. Je ne veux pas te couper. Si tu as quelque chose d'autre à ajouter, je suis désolée si j'avais été coupé. C'est beau. Nos recommandations, nous, iraient pour la facilité des choses, là, pour nous, du moins, Mexique et États-Unis. Oui. Merci beaucoup. Dale and Rick, some reflections on places that to go to that are more accessible and perhaps not. You already spoke about your experience in Lunenburg, and it was a deception in a sense. Well, Montreal is a city of stairs. So when we do stay in Montreal to go to the ALS clinic, because we live in Val-d'Or, 3 hours away, we definitely call ahead and discovered that there are restaurants that keep portable ramps indoors, and they trot them out and set them up on the exterior stairs for me, which is very nice. Like even on Crescent Street, which was a surprise. But I wanted to say that over this 3 years that I've been, 2.5 years, I've been looking for more accessibility, I find the airlines have really improved. Good to know. They've retrained their staff in how to speak to us, what to ask us as far as what our needs are. They recognize that we're all different. And we were surprised to discover this year that the airplanes that are large, that have 2 aisles, when you press the button because you need to go to the toilet, they take a few minutes and they remove the accordion wall between the 2 washrooms to make it double size. So there's space for
both of us to go in, so I have help. Oh, wow. And that really shocked me. When they use the aisle chair, it's so easy to transfer. They really are helpful and gentle now. And so I found it much easier to travel by airplane this time. I like the fact that when you travel by plane, doesn't matter how much equipment I have, I can bring on as much hand luggage carry-on as I need, because the suitcase for the BiPAP is big. That's free. It's all free. And if your suitcase that you're checking has any medical equipment in it, it's free. They don't charge you for it. My travel buggy wheelchair is free. So they really seem to be going out of their way now to make it more accessible on the plane. So we found, even though we had a lot of different plane rides this trip, we found it easier than 2 years ago when I was just walking with walking sticks. They gave me a hard time about the walking sticks could be used as weapons, you know, instead of just a mobility device. So I would say, to me, the fact that airplane travel is easier for us now, or seems to be getting easier, makes many more places accessible. And I like that a lot. I also found that, I think it was Kate that recommended getting in touch with the MND Society, as they call it in Australia and England, motor neuron disease, but find out what it's called and see if there are any people you can contact there to borrow equipment in each place that you're going to, which is a handy idea. And some places you can rent equipment. So I feel like the world is getting more and more accessible. I really do. And it just, it's weird because as we progress, we need more equipment. We have fewer things that we can do for ourselves, and yet it seems the world is getting better and more accessible. So I don't know, I'm thinking about Europe next. I'm thinking about, I read a lot on the Facebook groups that there are many places in Europe, Portugal, etc., that are wonderfully accessible. So I've heard Barcelona. Barcelona is Barcelona, exactly. So, yeah, I think doing your research is important. Thank you very much. Pour Marie-Christine et Norm, quelques réflexions sur les destinations les plus accessibles. We Rebecca Marcia, truly been an exception to facing one honor des choses scientifiques sont accessibles. Je dis à l'exception de facing parce qu'après les jeux sont enlevés une partie de l'équipement. Mais une autre chose, c'est qu'on a beaucoup apprécié le transport en commun. Puis je laisse Christine donner l'exemple de Brisbane. Donc, Normand disait que dans les villes, on apprécie souvent beaucoup le transport en commun. On a appris à vraiment l'utiliser, comme par exemple quand on est allé à Brisbane, les petites croisières sur la rivière Brisbane n'étaient pas accessibles. Par contre, ils ont un transport commun ferroviaire, pas ferroviaire, mais maritime, comme des catamarans qui fait l'aller-retour comme un autobus. Donc, nous, on a fait l'autobus maritime d'un bout de la rivière à l'autre. Alors, on a fait comme notre croisière sur la rivière, mais en transport en commun. Ça ne coûtait absolument rien et c'était très agréable. Donc, vraiment, on est allé aussi au jardin botanique. Donc,
Dans chaque ville, il y a souvent des jardins botaniques. C'est pas mal toujours très accessible. Les musées sont toujours accessibles avec des belles toilettes accessibles. Donc, il y a, comme Dale dit, de plus en plus de choses sont accessibles, mais on apprend aussi à adapter notre vision, nos demandes, notre appréciation aussi pour les choses qui finalement n'ont pas besoin d'être difficiles. Merci. Peter Pressy, Vous êtes muté. Peter Pressy choses. Si vous êtes nouvellement diagnostiqué, commencez par les destinations les plus difficiles. Par exemple, nous, en 2015, on a fait l'Afrique et l'Italie. On aurait beaucoup de difficultés aujourd'hui à les faire. Maintenant, on vise plus l'Australie et des destinations plus faciles. Merci. Comme Madame Plaisir, mon plaisir avait noté presque toutes les villes olympiques, ils ont, pas olympiens, olympiques, ils sont adaptés. Donc, vous pouvez penser de Londres, à Beijing, à Tokyo, Montréal, mais nous étions dans les années 70, donc les choses avaient changé un petit peu. Aussi penser de Kérul, ils sont une très belle ressource pour planifier des voyages plus loin. J'ai une dernière question pour un voyage plus aventureux. En effet, Norm et Marie-Christine, des images ont vraiment montré que vous pouvez faire un voyage aventureux. Quel aspect devrez-vous prendre en compte quand vous aimeriez faire quelque chose comme ça? Est-ce que vous avez besoin de faire des étapes extra pour les excursions qui étaient un petit peu plus aventureuses? Marie-Christine, oui. Peut-être une recommandation. Maintenant, les choses sont toutes par Internet. Donc, c'est très important d'avoir avec soi le Wi-Fi et la téléphonie. Donc, trouver des façons d'avoir... Nous, quand on est allé en Australie, on a pris un téléphone de l'Australie. On a juste à changer la carte SIM puis prendre un téléphone australien. Il y a aussi des eSIM où est-ce qu'il faut faire attention d'avoir la téléphonie. Mais parce que c'est beaucoup plus facile d'organiser les détails par téléphone, comme Jocelyn disait. Donc, il faut pouvoir contacter les gens, là. C'est les étapes à prendre. Je dirais que c'est pas mal ça. Aussi, si vous voulez faire un voyage, comme nous, on a fait un voyage en Jordanie il y a 5-6 ans à peu près, notre fille travaillait là-bas. Donc, c'est sûr que quand on a un contact, c'est plus facile. Mais elle nous avait organisé, à ce moment-là, on est parti avec Normand dans un fauteuil pas motorisé, un fauteuil manuel, pliable. Et on avait, à travers notre fille, trouvé un chauffeur de taxi qui nous a fait faire le voyage au complet. Donc, aller jusqu'à la mer Morte, aller visiter des choses qui sont plus ou moins accessibles que moi, toute seule, c'était trop difficile, mais qu'avec un aidant qui était une personne qui était finalement, qui travaillait pour nous, là, ça a vraiment aidé. Puis, c'est des coûts qui sont peut-être inférieurs à si tu vas dans un pays comme l'Italie. Alors, c'est une idée, une piste. Merci beaucoup. Jocelyn et Chantal, est-ce que vous avez des choses peut-être à recommander si vous faites quelque chose aventurier? Ben, moi, je dirais tout simplement que, étant donné que tu planifies quelque chose où tu vas aller chercher plus d'aventure,
je crois que tu dois doublement te préparer, t'assurer que, parce que là, il ne faut jamais perdre de vue que on voyage avec une personne qui est à mobilité très restreinte et il faut vraiment très, très bien se préparer parce qu'on risque de rester, la personne en mobilité réduite risque de rester sur le bord de la plage pendant que toi, tu fais une activité si tu n'as pas eu le temps ou si tu n'as pas pris le temps de bien te préparer. Je pense que la seule recommandation que je dirais, moi, ce genre de voyage-là demande encore plus de préparation et c'est un voyage que tu fais pas, tu décides pas de faire du jour au lendemain. Il faut vraiment que ce soit à long terme et bien, bien préparé. Et si tu connais des gens là où tu t'en vas, c'est un gros, gros plus. Merci beaucoup. Rick and Dale, if you're going on an adventurous trip, what kind of things are things that you think are important to consider? Well, one thing is you don't want to lose any important equipment. So I purchased air tags and I put one in my travel buggy, for example, because for small planes, they won't allow me to drive it right up to the door of the plane. I have to put it in checked baggage. So after coming back from Cuba with the whole family last year, we were late arriving in Ottawa Airport, 2:00 in the morning. And we were the last people at the baggage carousel. And the fellow said, I'm sorry, it appears that your wheelchair was left in Cuba. And I held up my phone. I said, no, it's on the other side of the wall over there. Please go get it for me. So he just wanted to go home, go to bed, and have me show up the next day to deal with it. So I firmly air tags. I have them in everything that matters. And I think people should put them in their kids' backpacks too. But it's important to, yeah, because as was mentioned before, the caregiver has to handle all the luggage, right? Has to handle me in the chair. And now it's hard for me to use my hands. So the passports and the printed paper information, and basically you're juggling a lot of glass balls. You don't want to drop any of them. So any little tricks that you can have to make your life easier. The big challenge and the big risk is if you're traveling with a $4,000 electronic wheelchair, if they break it in the luggage, you arrive at your place and you got a broken wheelchair, you're really have a problem as soon as you land. So in some ways it's kind of luck because you talk to the people there. I have a case for the thing. I wrap the thing up and I talk to them. I say, we really need this thing. And it's very important to us. I talk it up with every person that I meet there. In the past, I've written travel articles. I told a couple of people there, I said, I write travel articles. And when people are really friendly with me, I always write about them. And I don't say that I write about the people who don't do the right jobs, but it's a big risk when you travel. We have a thing called the travel buggy. It's $4,000, and it's a beautiful thing, but in some ways it's a very fragile thing. And I'm always, when it's wrapped up, we give it to them at the end. Dale goes ahead in on the other wheelchair by the airline, and I sit with the thing, and then it is taken and sort of special. And we're always the first on the plane, and we're always the last on the plane. We're always the last person to pick up our luggage is the last piece of luggage that's going around the turntable, and the wheelchair's there or sometimes there. So you're taking a risk, and it's a lot of worry about it until you get the things. But so far, all of our trips, we've been lucky. Nothing's been damaged. But I just saw a post today on Facebook, a photograph of a mat on the floor near the carousel at Brisbane Airport. And it says, for wheelchairs only. Because we arrive at the carousel last, we can't get in to get out our bags, right? We have to hope that our caregiver can go in, or we can ask somebody to go in. Now they've thought of reserving a section just for us. So as I said, they're getting more and more considerate of us. Everything's getting better. But I think sharing tips with each other, little tricks that we can do. I was worried about taking
meal replacement powder on the plane because I was on a very strict paleo diet. And I asked my son-in-law, because he's in airport security, are they going to look at this little baggie of white powder? I wonder what it is. He said, no, they'll believe you if you bring, and because you have to carry liquid, like if you're carrying Ensure or meal replacements, no problem. So they're learning to make allowances for us. But anybody who has never traveled on a plane in a wheelchair, I need to warn you, we get checked top to toe, everything. They look at everything. They test it all. They test your wheelchair, every little corner. They swab your hands, they swab your feet. I wear orthotics on my legs. They check inside those. So I guess we must look a little bit like suspicious hippies when we're traveling. But just a little bit, word of warning. I don't worry about it. Do you mind if I pat you down? No, go right ahead, and it's just, you have to get used to it. Okay. But that happened, we were backpacking in our 20s and we did look like hippies. Thank you very much. Ça, c'est toutes mes questions, en effet, pour nos panélistes. Nous avons 15 minutes qui restent. Donc, c'est le temps pour vous, avec vos questions, vos commentaires à partager avec Marie-Christine, Normand, Rick, Dale, Jocelyn et Chantal. Est-ce qu'il y a du monde qui a des questions? Ou des commentaires? Moi, je veux dire, I think you guys are all amazingly brave and courageous to do this. And I'm so glad to hear that it's easier to take airplanes right now. I remember a couple of years ago, it seemed like a horror story for many people with their wheelchairs. So I'm really glad to hear that that is changing. And also just the fact that you are living your lives as you ought to. I think that's just amazing, and I'm very happy to hear that. So I'm really leaving this for you now to, if you wish to ask a comment or make a comment, you can do it. Merci beaucoup, Madame Monplaisir. I'm going to say thank you everybody for your time this afternoon. I hope that this panel discussion was up to your what you were hoping to hear, and I kind of hope that it encourages people to go take a trip, voyage, make a trip someplace. If you're a little bit nervous, start in Quebec and then branch yourselves out. En tout cas. C'est vraiment un plaisir de voir tout le monde et je vous souhaite une très belle après-midi. Merci beaucoup. Merci.